Bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, je l'ai préparé avec Élodie Charuel, qui est chef de clinique à Clermont-Ferrand. Et les outils d'aide à la décision, c'est l'objet de sa thèse d'université. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation, mais en 2017, j'ai travaillé sur un projet sur l'hypercholestérolémie familiale qui était porté par Sanofi. Et en 2017 aussi, grosse année, j'ai participé à un colloque sur la prévention des AVC avec Boehringer. Mais ça, c'était avant que je rentre complètement dans le projet REB Décide avec Rémi. On est dans l'EBM, la médecine fondée sur les preuves. Ça, c'est le premier cercle, les données. C'est Rémi quand il était petit. Ça, c'est l'expertise du médecin. On en a parlé, c'est vous. Et ça, c'est les préférences et les valeurs du patient ou de la patiente. Le défi des outils d'aide à la décision, c'est de passer d'une médecine prescriptive à une médecine qui accompagne le patient dans sa décision. Et moi, je vais vous parler des outils. Donc, on a regardé ce qui existait à l'international. Le premier outil dont je voulais vous parler, c'est nos amis belges, c'est Minerva. C'est une revue d'Evidence-Based Medicine qui analyse les études qui sont pertinentes pour notre pratique et qui nous donne des éléments de bénéfice ou de risque sur tel médicament pour telle indication. Un autre outil d'Evidence-Based Medicine qu'on peut utiliser, c'est le NNT. Donc le NNT, Rémi en a parlé, c'est le Number Need to Treat, c'est combien de patients je vais traiter pour éviter un événement. Et donc ça, c'est américain. Et donc il vous présente, à partir d'une étude, donc là, sur les statines, je traite un patient, combien de patients je dois traiter plutôt pendant 5 ans pour éviter un infarctus. Donc il faut que je traite 104, c'est sur votre gauche, il faut que je traite 104 patients pour éviter un événement d'infarctus du myocarde. Je ne sauve personne, par contre, en traitant tous ces patients pendant 5 ans. Et j'évite un AVC quand je traite 150 patients pendant 5 ans. On présente aussi de l'autre côté les effets indésirables. Quand je traite 50 patients avec une statine pendant 5 ans, il y en a un qui va développer du diabète. Et sur 10 qui vont être traités, il y en a un qui va avoir un problème au niveau musculaire. Un autre outil, c'est la Mayo Clinic. C'est américain, c'est souvent assez connu. Ils ne font pas que les statines, mais on l'utilise souvent dans les statines. Et ça ressemble à ce que vous a montré Rémi. Sur votre gauche, c'est un hôpital américain en fait, qui a développé ça. Sur votre gauche, vous avez l'évaluation du risque cardiovasculaire pour donc un risque d'infarctus chez 100 patients. Donc au bout de 10 ans, vous avez en orange 12 patients qui vont avoir un infarctus. Au milieu, vous avez des éléments de coût du médicament, de charge mentale, je pense qu'on peut le traduire comme ça pour le patient, à savoir prendre un médicament tous les jours, une fois par jour, et puis d'autres bénéfices. Et en violet, vous avez les effets indésirables. De l'autre côté, sur votre droite, ça estime en fait quel est le gain en termes de bénéfices si je traite ces patients avec une haute dose de statine. Donc vous voyez que là, dans ce cas-là, on a 7 patients en orange qui vont avoir un infarctus, et il y en a 5 chez qui on va éviter cet infarctus. Ça, c'est le Harding Center for Risk Literacy, donc c'est allemand, et ça ressemble un petit peu à la Mayo Clinic, vous voyez, sur la forme, pour présenter les données d'efficacité ou les risques. Ça, c'est une échelle, c'est un outil d'aide à la décision qui a été développé par les Canadiens, donc à Ottawa, dont France Légaré fait partie. Elle était venue nous le présenter sur une session de FAIR-JP, sur une préconférence du congrès du CNGE il y a quelques années. Et là, en fait, cet outil, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle situation. Donc la première partie, c'est clarifier déjà la décision qui est à prendre. Quelle décision vous devez prendre? Vais-je devenir MSU?
Pour quelles raisons devez-vous prendre cette décision? Quand vous devez faire ce choix, etc. La deuxième partie, c'est l'exploration des options. Donc les connaissances, déjà, quels sont les bénéfices à faire ce choix, quels sont les risques à faire ce choix, et une exploration des valeurs. Et c'est là où il y a toute la différence. Un vrai outil d'aide à la décision, on doit avoir une exploration des valeurs du patient. Et enfin, le degré de certitude, c'est à quel point je suis certain que j'ai pris la bonne décision pour moi. Donc la troisième partie, ça permet d'identifier les besoins du patient par rapport à cette décision à prendre. Et enfin, la dernière partie, je ne vais pas tout vous détailler, ça permet de planifier en fait les prochaines étapes. Est-ce qu'il va falloir retourner sur les connaissances? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent pour pouvoir prendre cette décision? Est-ce qu'il va falloir qu'on retravaille sur les valeurs? Est-ce que vous avez besoin de soutien? Est-ce qu'il vous manque des choses pour prendre cette décision? Et alors, qu'est-ce qui se passe en Gaule? On a l'EBMFrance.net, qui est un site qui est développé par le Collège de la médecine générale et qui est un outil qui met à disposition des guides de pratique clinique avec des données à partir d'études. Et la plupart des données, je crois, exposées sont une traduction d'une collection finlandaise. Donc il y a un partenariat en fait avec cette collection. Et il y a aussi des recommandations de la HAS. Il y a un partenariat maintenant avec la HAS. On a les fiches informations patients prescrire qui donnent des informations effectivement de bénéfices et de risques. Alors je vous parle d'antibiotiques. Vous allez me dire quel rapport avec les statines? Aucun, mais quand même. C'est juste pour vous faire toucher du doigt. Antibiotiques, c'est un outil extrêmement intéressant et extrêmement utile. Moi, j'utilise quasiment tous les jours. Mais on n'est pas dans un outil d'aide à la décision. On est dans un outil d'aide à la prescription. On ne prend pas l'avis du patient, on n'explore pas ses valeurs. C'est juste un outil qui aide le prescripteur à choisir le bon traitement. Et là, pareil, je vous parle autre chose que statine. Pourquoi? Parce que ça, c'est un outil d'aide à la décision. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça a été développé sur le vaccin contre la Covid, donc le vaccin Pfizer, et ça a été fait par le conseil scientifique du CNGE. Sur votre gauche, vous avez la présentation du vaccin, en quoi ça consiste, quelle est la population cible, qui on veut vacciner, pourquoi. Et puis sur la partie droite, ça reprend les éléments du test sûr en fait. Les questions, ça c'est les questions à poser à la personne pour identifier ses besoins et décider avec lui. Avez-vous des questions sur les risques et les bénéfices de chacune des options? Quels risques et bénéfices sont les plus importants pour vous? Pensez-vous avoir fait le bon choix pour vous? Qui peut vous soutenir afin de faire votre choix? Et juste en dessous, vous avez les données de bénéfices et de risques à faire cette vaccination. Comment on sait si on est dans un outil d'aide à la décision? Il y a une collaboration, donc c'est les IPDAS, donc International Patient Decision Aid Standards, yes, qui a, donc c'est un groupe de travail de praticiens et de chercheurs et qui ont donné des critères qui permettent de dire on est bien dans une démarche d'aide à la décision avec le patient ou pas. Donc il y a pas mal il y a une dizaine d'items qu'en gros, ils ont fait plusieurs échelles. Et là, j'ai fait le choix de juste de vous montrer les valeurs, parce que c'était un des items qui doit apparaître dans les outils. Je viens de Clermont-Ferrand. La HAS, elle a édité une fiche méthodologique qui donne des éléments pour élaborer une aide, les outils d'aide à la décision. Et quand vous regardez sur votre gauche, ça reprend à nouveau les mêmes éléments. Donc en France, il nous manque un outil d'aide à la décision autour du médicament pour accompagner le patient dans le fait de prendre ou de ne pas prendre, ou de prendre autre chose. Là, je vais vous présenter le projet Décide. Donc c'est le projet qu'on porte en Aura.
Et donc, on veut valider en soins primaires un outil d'aide à la décision autour du médicament. Donc, c'est un outil d'aide à la décision médicale et pharmaceutique partagée à destination des médecins généralistes, des pharmaciens d'officine et des patients. La première partie, donc c'est la partie conception, qu'on va démarrer là, en janvier, par une méthode de consensus pour créer l'outil avec un groupe de médecins généralistes, des pharmaciens d'officine et des patients. Et puis après, on va mettre en situation cet outil avec des vignettes auprès de vrais patients et de généralistes et de pharmaciens d'officine pour voir ce qu'on doit modifier, ce qu'on doit apporter en plus. On fera un retour en arrière en méthode de consensus pour valider ces changements-là. Et puis le second temps, ça va être l'étude d'évaluation, l'étude d'impact en vie réelle sur la région Aura. Donc il y a Grenoble, Saint-Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand, où on va demander pour chaque département de médecine générale de recruter 6 médecins généralistes, 6 pharmaciens d'officine, qui eux-mêmes recruteront 6 patients. On est dans l'approche EBM. Rémi vous en a parlé, les données, on a besoin de données basées sur des preuves de bonne qualité sur les médicaments. Et ça, c'est le projet REB. Et le projet REB, en fait, va venir nourrir l'outil DECIDE. L'idée, c'est que c'est bien beau, on fait des revues de la littérature avec Rémi, mais il faut pouvoir rendre disponibles, en fait, ces données auprès des patients et auprès des prescripteurs, ou des dispensateurs quand c'est des médicaments qui n'ont pas besoin de prescription. Donc, je vous parlais de la région Aura. Nous, on a fait un focus sur les médicaments à prescription médicale facultative. Donc, c'est les médicaments que vous pouvez prescrire, paracétamol, ibuprofène, mais qui peuvent être pris aussi directement en pharmacie d'officine. Pourquoi ? Parce que c'est un gros volume de consommation des patients, et aussi parce qu'on a une équipe de recherche qui est pluriprofessionnelle, dans laquelle on a des médecins généralistes, mais dans laquelle on a aussi beaucoup de pharmaciennes d'officine. Mais on peut tout à fait imaginer, et ça a démarré, de s'intéresser à d'autres molécules. Rouen, par exemple, s'est intéressé aux benzodiazépines, et il y a Églantine qui travaille, Églantine Ferrand de Vouges, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui travaille sur les benzodiazépines. Comment on va évaluer en fait cet outil ? Xavier vous en a parlé. En fait, on va utiliser une échelle de conflit décisionnel. Là, je vous ai juste mis un petit morceau, mais ça reprend ce qu'on vous a présenté depuis le début. Je connais les options qui s'offrent à moi, je connais les bénéfices de chaque option. On sait que le fait d'allier les données avec un outil d'aide à la décision, ça diminue le conflit décisionnel. Et on a plusieurs études qui permettent de dire ça. Alors pourquoi le surfeur ? C'est parce que quand on est dans une démarche d'aide à la décision, ça permet que le patient garde un certain équilibre. Et nous aussi. Ce qu'on veut, c'est passer de cette posture de prescription, voire de conseil, où malgré tout, on est quand même souvent dans le conflit, vers une posture qui est plus dans l'accompagnement, et pour reprendre une image, plus dans la danse. Alors, une dernière séance de questions sur la présentation d'Hélène, mais plus largement sur les 3 présentations. Philippe Zer, enseignant à l'Université de Paris et administrateur de la revue Prescrire. J'ai des conflits décisionnels avec les patients parce que parfois, ils mélangent tout le testatine. Or, il me semble, comme Rémi Boussageon l'a montré tout à l'heure, que simvastatine et pravastatine sont des statines qui marchent, contrairement aux autres. Donc, je souhaite souvent prescrire ces statines et il faut que j'explique, à l'aide des documents de Prescrire par exemple, ou d'autres, que ces statines sont efficaces pour enlever le conflit décisionnel avec mes patients. Et j'ai encore plus de conflits avec les cardiologues, parfois d'autres, les endocrinologues, d'autres prescripteurs de statines, où là, mon problème est les décisions prises sur les études. Et je vois bien quand je téléphone au cardio ou à l'endocrinologue que je prépare devant moi les études parce que le cardio et l'endocrino vont me dire l'étude machin a dit que. Et moi, je lui réponds non. Si on lit Prescrire, je lis Prescrire depuis que je suis en 3e année de médecine et je regarde jamais le LDL quand le cholestérol total est à peu près normal.
Et donc, j'arrive à traiter mes patients sur le risque cardiovasculaire et je me heurte à mes collègues qui, eux, me balancent des études. Notre propos, c'est qu'ici, on a du mal, j'ai du mal à lire la littérature tout le temps, à interpréter les études. Et donc, il faut que je lise. Et on vient bien de voir avec Hélène Vallée-Russel qu'il faut lire des documents. Donc, prescrire, là, c'est un vrai lien d'intérêt, un vrai conflit d'intérêt. Mais Minerva, c'est très bien. On a du mal à voir les études pour pouvoir discuter avec nos collègues. Et je ne sais pas comment faire, parce qu'évidemment, on vit en congrès. Mais pour tous nos jeunes qui sont ici, dans 30 ans, tout sera différent. Donc, il nous faut des structures, des choses qui nous aident à avoir des éléments simples. Parce que là, c'est les statines, mais il y a la même chose avec les antibiotiques, avec les anti-inflammatoires, avec les médicaments du diabète, comme on a bien vu. Comment est-ce qu'on peut faire pour nous simplifier la tâche ? Merci de votre intervention. Je commence à répondre, puis tu me compléteras. Quand on a démarré le projet REB Décide, c'était surtout Rémi, on lui a dit « t'es un dingue, jamais t'arriveras à faire ça, c'est impossible ». Mais on a une force en médecine générale, c'est qu'on est nombreux et qu'il y a beaucoup de départements de médecine générale. Et nous, notre idée, c'est que chaque département de médecine générale ou chaque équipe qui souhaite s'investir dans le projet puisse se saisir d'une classe de médicaments ou d'une indication, et que ce travail-là, en fait, si on travaille tous sur des molécules différentes, au fur et à mesure, on va la construire, cette base de données, et on va mouliner les données de la littérature. Bien sûr qu'on n'est pas en capacité de faire ça dans nos cabinets, et ce n'est pas l'idée. Enfin, quand on est en pratique clinique, on est en pratique clinique. Mais la partie recherche, si on arrive à chacun développer un petit bout, on peut probablement balayer les médicaments qu'on utilise tous les jours. Moi, j'ai une question de Philippe à Rémi, en fait. MECART, l'étude de l'atorvastatine en prévention primaire diabète, c'est une bonne étude quand même. Il y a la Synva, il y a la Prava, MECART. C'est pas une bonne étude, Rémi ? Je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il y a que la simvastatine et la pravastatine. Il y a la rosuvastatine 10 mg dans HOPE3. Alors bien sûr, on peut discuter des failles méthodologiques, des problèmes, du sponsor. On peut toujours discuter, c'est sûr. Hein. Mais la torvastatine dans CARDS a été concluante. Voilà, c'est chez les diabétiques. Donc en fait, chez le diabétique, on a l'habitude de dire que la torvastatine à 10 mg a un intérêt. Et voilà, c'est le seul intérêt qu'elle a, c'est chez le diabétique, parce que c'est là qu'elle a été démontrée, là que son efficacité est démontrée. Il y a quand même un effet, même si on favorise deux statines particulières, la simvastatine et la pravastatine, pour des raisons tout à fait valables. Les autres ne semblent pas totalement dénuées d'effet. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles n'ont aucun intérêt. Mais bon, après, quitte à en choisir, autant choisir celles qui ont démontré le plus solidement des bénéfices. La simvastatine. Je rajoute qu'en secondaire, il n'y a que Synva Prava qui a l'AMM, aucune autre. Oui, l'AMM, oui, bien sûr. Ouais. Il y a ça aussi à respecter, voilà, tout à fait. De toute façon, il y a trop de statines à prescrire. C'est des MeToo, hein, comme on dit. Restons-en à des choses simples. Utilisez-en une que vous connaissez bien, et ça suffit. Une qui a démontré. Cherchez pas à les connaître toutes. Et après, je réponds à ta question. Tu as répondu, merci. Non, je voulais pointer du doigt le caractère normatif qui peut être opposé au caractère de décision partagée et qui peut faire naître du conflit décisionnel. Si j'ai un patient qui est diabétique, qui a vu le cardio, qui lui a dit la torvastatine, même si les deux autres ont la meilleure balance bénéfice-risque, étant donné qu'elle est validée en prévention primaire, que l'étude n'est pas mauvaise, je ne vais pas non plus faire naître du conflit du fait d'une sorte de norme où je dirais Synva, Prava, point, quoi. Voilà. C'est en tout cas pas moi. Voilà. Bonjour, Jean-Nicolas Ledoux à Grenoble. Je vous remercie, je trouve ça très éclairant, puis ça me donne pas mal d'idées, de grains à moudre pour les enseignements ou les GEP que je peux animer. Moi, je voudrais faire une remarque qui va peut-être être perçue comme polémique, mais ce n'est pas du tout mon objet. C'est que la décision partagée, c'est quelque chose que nous portons, la médecine générale,
pas seulement en France, qui n'a pas l'air d'être partagé forcément par d'autres spécialités. Et je voudrais donner 2 exemples que je vis quotidiennement. Il y en a un qui concerne les vaccinations. Et bon, actuellement, il y a la fameuse vaccination pour le Covid, mais il y a les vaccinations. Hein. Et puis, les décisions de traitement en oncologie. C'est pour moi, moi je suis dans un conflit chaque fois qu'un de mes patients qui présente un cancer, la décision de traiter est prise dans une RCP dont je suis informé 3 semaines après, à laquelle je n'ai pas été invité à donner mon point de vue et le patient non plus. Enfin voilà, je vous demande pas de réponse là-dessus, mais je voudrais souligner les limites actuelles de ce modèle qu'on essaye de porter pourtant depuis longtemps. Et puis concernant les vaccinations, on a bien vu qu'il y a des moments où la puissance publique s'empare d'un thème et met une obligation qui va résoudre le conflit. En tout cas, pour les vaccinations des enfants, ça a résolu pour la grande majorité des médecins les discussions très longues qu'on avait. Enfin, c'est ce que j'ai constaté chez moi, mais avec les collègues aussi. Et par contre, concernant le vaccin Covid, ça n'a pas résolu le problème des conflits, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Merci aussi de cette remarque. C'est vrai que la décision partagée, c'est une posture, moi j'ai envie de qualifier d'humaniste en fait. Philosophiquement, en fait, c'est dire au patient, mais en fait, il n'y a pas de « il faut ». Ça, c'est la logique dans laquelle on a été baigné, formé par nos études médicales et les recommandations. On a l'impression que il faut pas. C'est plus compliqué que ça. Le patient, il peut décider d'un soin. Ça a toujours été comme ça. Dans toutes les situations, il a le droit. L'observance thérapeutique montre, par exemple, que c'est pas parce que vous dites de prendre sa statine, si vous n'avez pas discuté avant, et il va pas la prendre derrière. Hein, et du coup, en fait, c'est vraiment une posture, je dirais, philosophique. Et donc, du coup, le CNGE, les généralistes ici présents, l'apportent aussi pour ça. C'est pas pour ses bienfaits sur les effets qu'elle aurait sur la santé. C'est une attitude relationnelle qui rend le patient sujet de sa vie. Donc c'est vraiment une posture philosophique. Et c'est vrai que les spécialistes, pas tous, hein, bon, mais c'est vrai que cette culture de « il faut », c'est comme ça, elle est très prégnante dans notre culture et dans nos confrères, mais ça vient de plus en plus. Je pense qu'il faut quand même espérer que, si nous on la porte en tout cas, ça va aussi faire tache d'huile. La loi Kouchner l'a posée et l'HAS en 2013 l'a aussi posée. Donc on a aussi on avance. Voilà. Et pour les vaccins, je vais laisser Xavier répondre ou Hélène, si vous avez des... Non, moi, je voulais juste faire une remarque sur l'oncologie. Moi, j'ai exactement le même problème que toi. Là, on ne vous a pas présenté en détail, mais le projet REB, c'est vraiment une gradation des niveaux de preuve, en fait, en fonction des données disponibles dans la littérature. On pourrait tout à fait imaginer, à un moment donné, que les oncologues s'en emparent. Et le système qu'on a développé, tout le monde peut s'en emparer. Après, est-ce que les oncologues vont vouloir s'en emparer ? Parfois, je me pose la question, est-ce qu'il y a peut-être une raison ? Pourquoi ils ne donnent jamais les données d'efficacité ? Alors, ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est que c'est probablement pas facilement disponible. Mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de traitements qui ont vraiment une efficacité sur certaines situations en oncologie. Et ma deuxième remarque, c'est par rapport aux spécialistes, aux autres spécialistes. Est-ce qu'ils vont avoir une démarche de décision médicale partagée ? Moi, je dirais peut-être, parce que quand on repense à l'apprentissage par compétences, c'était pas gagné. Et maintenant, ça devient le gold standard aussi pour les autres spécialités. Donc, on a souvent été novateurs, les généralistes. Donc, peut-être qu'ils vont nous rejoindre dans cette démarche-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Hélène, c'est hyper pertinent. Il faut sortir, c'est marrant, c'est paradoxal ce que je vais dire, il faut sortir du « il faut ». En oncologie, en fait, on est dans « il faut faire », il faut agir, il faut proposer un traitement. En fait, notre conflit décisionnel à nous, c'est notre
sentiment qu'on est obligé d'apporter une réponse efficace au sens comme on en a appris. La réponse qu'on a à apprendre, c'est d'accompagner, et d'aider, et d'expliquer, et de choisir ensemble. C'est pas de laisser le patient tout seul décider, ni de décider à sa place. Mais en fait, c'est pas... Vous voyez, on sort de ce côté, c'est bien, c'est pas bien. C'est là où on élève le débat. Et je voulais vraiment le préciser ici, parce que ça va pas se résoudre. Ça va se résoudre que si nous-mêmes on est détachés. Le patient a le droit de refuser le médicament, même en prévention secondaire. De toute façon, vous ne pourrez pas l'empêcher. Il y a des personnes qui fument, qui, après un infarctus, qui continuent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on essaye de faire notre travail, mais on doit se détacher de ce principe qui nous pousse à l'action, mais l'action technique. Alors que, voilà, on peut discuter. Juste par rapport à l'échelle de conflit décisionnel, on vous l'a un petit peu présenté. Il y a une forme qui existe pour les praticiens, en fait. Et nous, notre idée, c'est aussi d'évaluer la diminution du conflit décisionnel chez le médecin. Probablement qu'on sera plus à l'aise aussi dans cette démarche. On va pouvoir présenter les données, on va pouvoir explorer les valeurs des patients dans la prise de décision après. Alors, Nicolas, premièrement, l'onco. Comme Philippe, je suis un lecteur de Prescria. Alors la pixantrone, une anthracycline, et puis pour la leucémie, je ne sais plus laquelle, mais normal, hein, bon, j'en vois pas tous les jours. L'étude, tu as 1 mois et 10 jours de survie en plus. Alors bien sûr, le petit bonhomme de la revue Prescrire, Gaspard, il met un coup de pied. Vu le coût, 1 mois et demi, voilà. Mais en fait, la décision partagée, c'est pas ça. C'est ce patient, est-ce que ça l'intéresse de refaire un tour d'anthracycline avec tous les risques? Est-ce qu'il se dit 1 mois et demi dans mes valeurs, dans mes préférences, c'est important? Est-ce qu'il se dit non, ça suffit, je veux profiter des derniers moments? Et tu vas comprendre, comme le paradigme, c'est très long de changer de paradigme, commencer par l'onco, c'est un petit peu comme si moi qui ne fais plus beaucoup de sport, je disais demain je vais faire le K2, tiens, allez, voilà. Mon ami Xavier Lenné, il pourrait faire le K2, mais pas moi, quoi. Donc, ils viendront, mais on n'est pas tout seul. La santé pub, elle est avec nous. Franck Chauvin, grand témoin, demain, il était au symposium de la décision partagée à Lausanne. On n'est vraiment pas tout seul, le président du Haut Conseil de la santé pub. Après, la vaccino, c'est des arbitrages. Et crois-moi qu'ils pensent à tout. Si tu, par réactance de Brems, quand on a un interdit, on veut toujours l'interdit. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un jouet pour un enfant de 2 ans devant une barrière et un autre derrière, l'enfant de 2 ans, il veut celui qui est derrière la barrière qu'il ne peut pas avoir. Si cette réactance, elle conduit à plus de 5% de résistants, d'hésitants, d'opposants vaccinaux, et que le R0, il demande une couverture de plus de 95, on est cuit par l'obligation vaccinale. Donc tout est à peser. C'est pas si simple, l'obligation vaccinale. Elle a un cut-off aussi. Elle a un moment où elle va tellement créer d'anticorps qu'elle peut empêcher, au contraire, l'immunité collective qu'on voudrait. Ils y pensent. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui en discutent. Et vous voyez que la décision partagée, elle est de partout. Le conflit, il est de partout. Mais en effet, on est en retard. Et probablement, quand même, c'est à nous de le porter. France Légaré était venue, Hélène comme grand témoin à Nantes. Voilà. Et clairement, les Canadiens, oui, ils ont des outils pour, je cite souvent cet exemple, ils ont des outils pour des personnes en EHPAD qui ont des crises de violence et d'agressivité, et on leur demande de réfléchir à ce qu'ils ne veulent pas un traitement pour les calmer. Voilà. Et nous, dans notre tête de médecin, attends, ils ont des troubles cognitifs, c'est fini, ils ne décident rien. Voilà. Donc, on a du boulot, c'est une philosophie, mais on va y arriver. C'est juste un changement de paradigme qui prend 15-20 ans, quoi. Voilà. Il y avait 2 questions. Je vous laisse applaudir. Mais il y avait 2 mains qui se sont levées tout à l'heure, et ça sera les 2 dernières questions. Oui, c'est les 2 mains que j'avais vues. Enfin, en tout cas. Marc Bonny, médecin généraliste, enseignant à Amiens, vieux lecteur de Prescrire aussi, en effet. Il y a une dimension dans ce conflit décisionnel qui est celui du conflit décisionnel du médecin. Et j'entendais attention où il faut. Et en effet, quand on enlève le il faut, on rentre dans le doute. Et dans ma difficulté de gérer mes conflits décisionnels, si on revient au cholestérol, le doute est important.
plusieurs doutes, le doute vis-à-vis du patient. Est-ce que je ne lui mets pas un doute dans la tête qu'il n'a pas à avoir? D'autant plus que mon propre doute, c'est que finalement, d'un seul coup, on change des règles du jeu, et moi, je n'ai pas le temps de le voir, d'autant que je ne reçois plus l'industrie pharmaceutique, et tout à coup, je me retrouve à découvrir qu'en effet, il y a une nouvelle échelle de décision pour mettre ou non une statine, et qu'il y a une échelle au niveau de l'utilisation des statines qui n'est pas celle que je connaissais, où les seuls deux qui me paraissaient raisonnables étaient la Prava et la Synva, en effet, mais aujourd'hui, où on vous sort des superbes tableaux où il faudrait utiliser la rosuvastatine en première intention. Donc, je me retrouve coincé avec mes propres doutes de mon expert, et souvent, pas grand-chose pour aller les récupérer, hormis revenir sur des études plutôt anciennes. Et c'est vrai que là, il y a une vraie difficulté à tenir une information pour pas créer du doute qui n'aurait pas raison d'être. Javier ? Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Créer du doute, eh bien, ça rend humain. C'est-à-dire que vous rendez l'autre... En fait, il y a deux attitudes. Soit on est dans la vérité et on essaye d'approcher la vérité, et du coup, qui est accompagné de doutes, parce qu'on n'est jamais sûr, et du coup, on rentre dans une relation, dans un accompagnement, on rend la personne sujet de sa vie, où on sait ce qui est bon et on agit de façon algorithmique. Et moi, j'ai envie de vous dire ici, ce sera peut-être un des derniers mots de la plénière, mais que la médecine générale, à mon avis, va évoluer vers deux types. Il y a un combat qui est en cours, il y a deux chemins possibles. Soit on rentre dans une médecine algorithmique qui consiste à dire tel patient, tel protocole, telle statine, et c'est fini. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de... Voilà, c'est un chemin qui est en train d'être pris, qui ne date pas d'hier, mais voilà, on a vraiment cette tentation-là. Ou soit on rentre dans la complexité et dans le doute et dans les questionnements et dans la vraie vie et dans le vrai sujet. Et en fait, il y a un vrai challenge, il y a un vrai enjeu de la médecine. Et je crois qu'on ne fait pas 10 ans d'études pour appliquer un algorithme. On fait 10 ans d'études pour justement gérer cette complexité. C'est compliqué, c'est les probabilités. Mais si nous, on ne le fait pas, eh bien, je peux vous dire que la médecine va disparaître parce qu'on va être remplacé. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études pour prescrire une statine si on n'est pas dans cette relation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai un autre conflit d'intérêts. J'ai coordonné l'ouvrage R2C et ce que j'ai demandé aux auteurs, réforme du deuxième cycle, les items, c'est de supprimer le médecin doit. Voilà, tu vois pourquoi? Parce que dès le deuxième cycle, tu dois avoir du doute. Il me semble qu'aux dernières données de la science, c'est la metformine a la balance bénéfice-risque probablement la meilleure parce qu'elle est très bien tolérée, même si elle n'a pas démontré d'efficacité sûre. Au lieu de, en premier, metformine, en deuxième, metformine sulfamide, en troisième, metformine sulfamide plus machin. Voilà, il faut vraiment s'éloigner de l'algorithme et remettre de la complexité. Alors, une dernière question. Bonjour, Sophie Sarrazin, je suis médecin en Haute-Garonne. En fait, vous avez commencé à répondre partiellement à la réflexion que je me faisais. Alors, merci beaucoup pour ces présentations passionnantes, mais qui sont aussi un peu perturbantes, parce qu'en fait, moi, en tant que jeune médecin, c'est vrai que dans tout ce qu'on nous a enseigné là, dans les 9 dernières années, on a une vision très centrée aussi sur les cibles, l'HbA1c, l'exploration des anomalies lipidiques, etc. Et finalement, la vision que vous nous présentez, nous, aujourd'hui, elle remet complètement en question tout ça. Et de la même manière que faire une EAL une fois par an, ça peut rassurer un patient, nous, on développe aussi et on acquiert des comportements en consultation qui peuvent nous rassurer en tant que médecins et qui peuvent asseoir un petit peu nos décisions, etc. Et je me questionne un petit peu sur le manque de partage de la vision que vous nous avez partagée aujourd'hui dans l'enseignement facultaire, à la fois auprès des internes, mais aussi auprès des externes, et notamment dès le deuxième cycle. Voilà, c'était mon questionnement. Alors, j'espère qu'on ne t'a pas trop bousculé. Voilà. L'ombrelle des connaissances est douce et protectrice, c'est Deleuze, un sociologue. Et donc, évidemment, on serait tous
ravi d'avoir une seule vérité qui bouge plus, ce serait reposant. Et en fait, plus on apprend tôt que c'est pas ça, mieux on le vit. Tu as complètement raison. C'est bien pour ça qu'on est ravi d'être associé à la réforme du deuxième cycle et que malgré notre charge de travail à tous, les maîtres de stage, on va recevoir des externes et leur dire attends, tu sais quoi, l'HbA1c, j'ai des trucs à te dire. Attends, tu sais quoi, les statines, j'ai des trucs à te dire. Voilà, c'est le... Merci. Je pense que dans l'enseignement, c'est en train de bouger. À Clermont-Ferrand, on fait un atelier qui s'appelle Prévention 2 et qui parle que de ça, en fait, la décision médicale partagée. Donc, je pense que les choses bougent et que ça va être enseigné, que c'est déjà enseigné et que ça va se développer en réalité. Et moi, je pense que les maîtres de stage universitaires ici présents, qui écoutent ça depuis 10 ans, parce que le CNGE communique sur ça depuis 10 ans environ, sur ce problème, c'est le même message. Et je crois que c'est vraiment aux maîtres de stage universitaires d'être c'est aussi de montrer comment vous travaillez vous, comment vous avancez aussi avec ces questionnements. C'est vous qui formez le mieux les internes, enfin vous accompagnez les internes dans leur formation. Donc on compte sur vous. Vous avez les commandes. Notamment avec les externes. Merci, merci Hélène, merci Rémi, merci Xavier, merci à toutes et à tous pour ces échanges riches et bonne poursuite du congrès sans conflit.